on va voir que du côté des Russes, il y a beaucoup de handicaps qui s'accumulent, notamment la mortalité des soldats. C'est ça. Oui, et là, selon un média russe indépendant, eh bien, les soldats ne survivent pas longtemps, les soldats russes ne survivent pas longtemps sur le champ de bataille. C'est même l'hécatombe, des chiffres révélés un an après la mobilisation de Poutine. Plus de la moitié des mobilisés n'ont pas vécu plus de 5 mois. C'est 4 mois et demi en moyenne, précisément, avec ce chiffre glaçant. Seuls 4 soldats mobilisés en Ukraine ont survécu plus de 11 mois avant d'être tués. On apprend également que les périodes les plus intenses en termes de pertes ont été l'automne 2022 et le printemps 2023. On l'imagine bien, le Kremlin ne donne pas de détails et ne commente pas ces chiffres, mais Kiev a évalué cette semaine que les pertes militaires russes s'élevaient à 274 470 soldats russes tués sur le front ukrainien. On comprend mieux la rumeur d'une nouvelle mobilisation potentielle en Russie qui pourrait être lancée en octobre ou en novembre. L'écart d'âge des soldats est assez important. Ça, on l'apprend aussi dans l'étude. Le plus jeune soldat décédé avait 19 ans. Mais la tranche d'âge la plus touchée, c'est les 34 ans. On le voit ici sur ce graphique. 25% des mobilisés de cette tranche d'âge ont été tués en Ukraine. Sur le front, la communication, comme d'habitude, elle est muselée, mais certains témoignages, certaines vidéos nous parviennent. Et là, on regarde la vidéo de 8 soldats russes complètement démunis. Chers concitoyens, cher Vladimir Poutine, nous avons décidé de vous demander de nous aider dans notre situation. Vous seuls pouvez nous aider et par conséquent tous les citoyens de la Fédération de Russie. Nous nous trouvons dans une situation très difficile et nous avons décidé de faire ce message. Après le camp d'entraînement, à notre arrivée sur le pont, nous avons réalisé que nous avions été trompés. Nous sommes restés pour servir vaillamment, pour combattre comme des hommes et des patriotes de notre pays. Un mois plus tard, le commandant de compagnie nous a promis qu'on nous apporterait des vivres, de la nourriture, de l'eau. Toutes ces promesses n'étaient finalement que du vent. Nous menons toutes sortes d'attaques, toutes sortes de tâches qui nous sont confiées par des gens que nous n'avons jamais rencontrés. Ils nous traitent de snobs. Il ne reste plus que 25 des 110 hommes de notre compagnie. Et il y a aussi ces femmes, ces mères de soldats russes envoyés à la mort qui tentent de faire entendre leur voix depuis le début du conflit sans succès. On leur répond que leurs proches sont des héros, mais évidemment ce n'est pas suffisant. On écoute. Nous vous demandons de comprendre la situation dans l'unité militaire où se trouvent nos maris. Nos hommes sont dans la zone rouge sur la ligne de front depuis avril 2023, dans un combat acharné, sans repos. À cet égard, les troupes sont épuisées moralement, psychologiquement et physiquement. Ils n'ont pas de temps pour récupérer leurs forces. Le commandant du régiment, un certain Thunder, envoie nos hommes combattre encore et encore. En les menaçant de mort, il les force à regagner à tout prix des positions déjà occupées par l'ennemi, où il n'y a aucune possibilité de se protéger et de se cacher des bombardements. Voilà, on cherche des hommes et on cherche même, n'est-ce pas Alexia, des chômeurs. Alors ça c'est une solution qui est avancée par un député de la Douma. Selon lui, les chômeurs sont un vivier, je cite, de flemmards. On l'écoute. Seule la capitulation totale de l'Ukraine conduira à la dénazification de l'ensemble de la société ukrainienne. Cela demande beaucoup d'efforts de la part de l'ensemble de la société. Le pays tout entier doit en prendre conscience. Les gens disent « nous avons la démocratie ». Beaucoup de gens confondent démocratie et permissivité. Le premier problème sérieux, ce sont les parasites sociaux qui ne travaillent nulle part. Et étant paresseux, je travaille dans des bureaux. Les gens disent « mobilisons-nous ». Sois mon invité, allez combattre pour le pouvoir soviétique, personne ne vous arrête. Et après l'émission, il a déclaré qu'il ne jugeait pas nécessaire d'annoncer une mobilisation générale ou une conscription en Russie. Mais ce n'est pas le premier député à faire cette proposition. Le dernier en date avait reçu de nombreuses plaintes de chefs d'entreprise puisqu'il manque du personnel à cause de la mobilisation. Merci beaucoup Alexia. On voit ici, n'est-ce pas, le nombre de morts. Est-ce que ça vous paraît, quand on voit les ratios dont parle Alexia, qui sont si considérables ? Moi, je doute les 270 000. Je trouve que c'est beaucoup. Que ce soit 270 000 tués et blessés, peut-être, mais décédés, ça me semble beaucoup. C'est uniquement tués dans les chiffres. Non, mais c'est fourni par Kiev. Absolument. Donc il faut quand même vérifier. Ça me semble beaucoup. De toute façon, personne n'a les chiffres. On a entendu toutes les estimations. Et quoi qu'il en soit, sur la machine à tuer, d'ailleurs, de part et d'autre, elle est énorme. C'est clair. Ce qui est intéressant aussi, c'est les statistiques qui sont faites sur la deuxième semestre 2022 et premier trimestre 2023.
Qu'est-ce que c'est? Ce sont les fameux mobilisés, vous savez, de force plus ou moins à partir de septembre dernier. Et en fait, c'est tous ces petits jeunes qui voulaient pas y aller qu'on a mobilisés en fait. Et c'est ceux-là qui sont le plus dont l'espérance de vie a été si faible en fait. Avec le phénomène de la relève, n'est-ce pas? En réalité, eux ne sont pas relevés. Il y a une relève ukrainienne côté russe. Ils sont là pour beaucoup d'entre eux depuis l'automne. Oui, et ces petits jeunes-là qui ont été tués, si vous voulez, ils n'avaient aucune expérience. On les a réquisitionnés en septembre. C'est eux qui étaient très mal équipés, qui disaient on va aller à tel endroit, à tel endroit. Et si les statistiques sont justes, faut encore le vérifier bien sûr, mais c'est pas totalement surprenant malheureusement. On voit là l'ampleur, n'est-ce pas? Il y a eu des guerres. Souvent on se fait reprendre quand on dit la guerre revient en Europe. Il y a eu la guerre d'Yougoslavie, il y a eu beaucoup de guerres, mais cette ampleur-là, elle est tout à fait d'une autre taille. Oui, parce qu'on n'a jamais eu de guerre de haute intensité comme ça. En plus avec une armée quand même, l'armée russe, c'est quand même pas des manches. Et puis c'est une grosse armée avec une grosse artillerie, etc. Et c'est quelque chose qui est aussi important sur ces chiffres, c'est Michel Goya qui le rappelle tout le temps, et c'est un peu sa spécialité, mais il a raison, c'est de dire que le problème, c'est le taux de perte par rapport à la capacité d'apprentissage d'une armée pour qu'elle évolue et qu'elle devienne bonne. À ce rythme-là, il meurt trop vite. Donc c'est une armée qui a du mal à créer des cadres, à fournir un encadrement compétents et anciens. Alors ça, les Ukrainiens aussi ont des problèmes de cette nature, mais ils ont mis au point, comme ils ont des pertes moindres, ils font plus attention parce qu'il y a plus de rotation. Ils ont par exemple mis au point un système de binomage des unités, où des unités plus expérimentées prennent des unités plus jeunes et leur apprennent. Mais là, les Russes, ils vont avoir un problème, c'est qu'à ce niveau de perte-là, ils n'ont pas la capacité de progresser. Natalia Turin, est-ce que vous croyez à cette mobilisation qui pourrait arriver? C'est une rumeur qu'on entend, une petite musique qui revient? Non, pas besoin. Parce que de toute façon, la mobilisation, elle est en permanente. Et quand j'entends parler des jeunes de mon temps, les garçons de ma classe sont allés tous en Afghanistan, on les a pas demandés et personne n'a contesté ça. Et il y avait, dans ma classe, il y avait des morts. Et puis j'avais 2 potes qui étaient mutilés. Un qui a perdu une jambe, l'autre, je sais plus, enfin, je pense qu'il est devenu dingue. En fait, c'est tout à fait commun. En ce qui concerne les pertes, vous savez, pendant la Covid, il y avait 1 million de morts. Personne n'a mis ça en cause et on les a pas. Là, il y a une mobilisation qui pourrait, une seconde, qui pourrait être mise en place. Mais non, parce que pas besoin. Parce que déjà, il y a l'obligation d'aller en armée 2 fois par an, c'est 130 000 à chaque fois. À chaque fois. Donc, en automne, en septembre, c'était 130 000 et au printemps, ça va être 130 000. La différence de réservoir, il faut la rappeler aussi, n'est-ce pas? Les Russes, hélas pour les Ukrainiens, sont très nombreux. Tout est relatif, mais il y a 150 millions, un peu moins de Russes. Les Ukrainiens, théoriquement, 40 millions, mais en réalité, un très grand nombre est parti du pays. Les chiffres, ça c'est un peu un tabou ukrainien. Parce il y a que 10 beaucoup millions sont partis. en Europe. Combien sont partis? 10 millions en Europe, juste, sans parler en dehors de la communauté européenne. Et les Ukrainiens l'avouent volontiers, plutôt hors micro, parce que c'est un peu ennuyeux de le dire, mais il y a un problème réellement de relève en Ukraine. Il y a un problème de relève, il y a eu des scandales de corruption aussi. On a même vu que des ecclésiastiques s'étaient fait payer pour faire passer des jeunes en Occident, sous prétexte de faire des missions diocésaines, n'est-ce pas? Et donc, oui, il y a eu un grand scandale. Le problème aussi, vous l'avez vu, c'est qu'il y a un problème d'effectifs du côté ukrainien, puisqu'on a bien vu dans un de vos reportages il y a quelques semaines que même parmi les jeunes qui faisaient leurs études, on allait leur proposer éventuellement de leur payer leurs études s'ils allaient dans l'armée. Donc on voit bien que sur un pays qui doit compter de l'ordre de 40-44 millions d'habitants, eh bien, il y a un vrai problème d'effectifs.